Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Et nous sommes BlueFloat et on est développeur de parcs éoliens en mer. On est focalisé surtout dans les flottants. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, et on était déjà ici l'année passée, et cette année on vient avec une équipe qui est agrandie. On est maintenant presque 40 dans l'équipe et on est actif un peu dans les 4 coins du monde. On est actif sur 8 marchés publiquement. Et on est en Taïwan, on est en Nouvelle-Zélande, on est en Australie, on est bien sûr en Europe. Et on est aussi en Colombie. Et nos bureaux, nos headquarters sont à Madrid. On est une société espagnole. On est basé à Madrid, mais on a des bureaux à Londres, à Marseille et bientôt en Édimbourg. Et l'année passée, quand nous sommes venus, on avait un pipeline de 5 gigawatts, mais maintenant on est à plus de ventes, dont presque 3 qui sont awarded dans l'appel d'offres ScotWind. Bonjour, je vais vous dire un petit mot du coup sur qui est BlueFloat aujourd'hui. Alors le slide, c'est assez intéressant, comme tu disais Isabelle, c'est plus ou moins le même que celui de l'année dernière, puisque notre ambition est restée la même. Alors après on a pu l'adapter et l'améliorer, mais concrètement donc on est un développeur en mer avec un gros focus quand même sur l'éolien flottant. Aujourd'hui, donc, comme tu le disais, un pipeline au-dessus de 20 gigawatts en termes de développement de projet. Et en fait, une de nos cartes principales, c'est l'expérience qu'on a pu acquérir, que les membres de notre équipe ont pu acquérir sur des projets précédents, et en particulier sur des projets éoliens flottants, puisqu'on a une grosse composante. On a été impliqué typiquement sur des projets comme WindFloat Atlantic, comme Kincardine, les projets au Japon aussi, les Fukushima Forward. On a eu une vraie expertise là-dessus. Et en fait, c'est ce groupe de personnes aujourd'hui qui composent BlueFloat et qui apportent cette valeur ajoutée, alors pour le coup technique ou en gestion de projet ou en financement de projets éoliens flottants assez unique. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui la carte de visite de qui est BlueFloat. Donc effectivement, on va de la partie développement de projet en amont, choix des technologies, et on commence de plus en plus à mettre un accent, et j'y reviendrai, sur la partie industrialisation. Alors tout le monde en parle de l'industrialisation, c'est un peu le mot à la mode, industrialisation et supply chain. Nous, on essaye de faire quelque chose qui va s'orienter vers quelque chose d'assez pragmatique pour faire évoluer aussi la supply chain. Et donc j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu par la suite. Mais effectivement, on se présente comme un développeur avec un gros focus sur l'éolien flottant, parce qu'en fait, l'éolien flottant est fondamentalement différent de l'éolien posé. Croire que c'est simplement une évolution, c'est une erreur. Et on va revenir là-dessus un petit peu après. Isabelle, tu veux nous dire peut-être un petit mot sur notre pipeline un peu plus en détail ? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, on a un pipeline de plus de 20 gigas et on est vraiment présent dans les 4 coins du monde, de la Nouvelle-Zélande en passant par l'Australie avec plus de 4 gigas. On développe toujours nos projets avec des partenaires locaux. Ça c'est vraiment notre approche de s'approcher du territoire, de s'approcher des acteurs locaux, et c'est pour ça qu'on choisit de partenaires qui connaissent bien les territoires. Notamment, par exemple, en Espagne, on travaille avec notre partenaire préférentiel, c'est CNR, et pour l'Écosse, pour tous nos projets en Royaume-Uni, on travaille avec Falck Renouvelable, aussi pour l'Italie. Et là, même le slide n'est pas mis au jour, mais on est au-dessus de 5 gigas avec 6 projets. Et récemment, on a aussi annoncé notre présence en Colombie, et où on a 7 projets, et là on est vraiment l'acteur le plus avancé du pays avec notre développement Vientos Alicios. Et voilà, ça c'est un peu notre présence bien élargie par rapport à l'année passée. Alors
effectivement, après on peut se demander quelle est la recette en fait pour passer d'un pipeline de 5 gigas à un pipeline de 20 gigas en 9 mois, qui est quand même extrêmement rapide. Bon, c'est ce qu'on présente sur ce slide de manière assez synthétique. En fait, on a 3 piliers en interne chez Bluefloat, une espèce de recette, si vous voulez. La recette, elle est assez simple. C'est une grosse expertise technique et gestion de projet sur l'éolien flottant. Comme je le disais tout à l'heure, avec les membres de l'équipe qui ont été directement impliqués sur le peu de projets éoliens flottants qui sont déployés aujourd'hui. Il faut savoir qu'on en a couvert quand même globalement entre nos différents membres, pas loin de 80%. Alors, sur des packages différents, mais au final, on les connaît quand même relativement tous très bien. On est capable aussi, et de plus en plus, et encore une fois j'insiste là-dessus, de se projeter sur l'industrialisation. Et c'est pas juste un mot pour attirer la supply chain, c'est vraiment un besoin. En fait, elle va être là, l'enjeu majeur, il va vraiment se trouver au niveau de l'industrialisation et de la supply chain. Et encore une fois, à notre avis, c'est louable de faire des réunions, d'inviter la supply chain et d'essayer de se projeter ensemble. Mais à un moment donné, il va falloir que les développeurs, dont nous faisons partie, se committent, en fait, hein, qui donnent de la perspective, qui donnent des volumes et qui s'engagent sur des volumes. C'est ça qui va faire avancer. Donc vraiment, ce premier pilier, expertise éolien flottant. Le deuxième pilier, et qui est assez spécifique de chez Bluefloat, c'est l'agilité. Donc, comme tu le disais, Isabelle, on est 40 personnes. On est une toute petite structure. Et donc, ça implique 2 choses. Ça implique une capacité de prise de décision hyper rapide, parce qu'on a des circuits de décision qui sont très courts. Et on a aussi la chance, sur la petite équipe de 40 personnes, d'avoir pas mal de profils hybrides. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une double compétence, type gestion de projet et quelque chose d'autre, ou type, en ce qui me concerne, par exemple, je chapeaute aussi les activités d'ancrage, qui fait partie de ma vie passée, et je suis en charge des opérations pour la France. Donc voilà, on a pas mal de ces profils hybrides qui, finalement, avec une petite équipe, nous permettent d'avoir une approche quand même très holistique des projets. En gros, on est capable de prendre des décisions rapides et des décisions éduquées, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait. Et le troisième pilier, qui est aussi fondamental, c'est un accès au capital. Il ne faut pas se leurrer, hein, le métier de développeur demande énormément de financement, et en fait, de par notre maison mère, on a cette capacité d'accéder à du financement rapide et important. Donc voilà, c'est ces 3 piliers vraiment ensemble qui sont la recette un petit peu gagnante pour passer encore une fois de 5 gigas à 20 gigas en 9 mois. Juste un petit mot encore sur le capital. On a la chance d'avoir un actionnaire finalement qui a un appétit au risque assez fort de par son profil, hein, puisque c'est un fonds d'investissement, et ce qui nous permet de prendre des positions sur des marchés émergents, ou pas encore émergents, mais qui vont le devenir. Tu parlais de la Colombie. C'est un très bon exemple. En Colombie, on était effectivement le premier à être en Colombie, et on a discuté directement avec le gouvernement colombien sur la feuille de route, sur comment en fait développer et déployer l'éolien en mer en Colombie. Donc c'est ces positions très en amont qu'on peut prendre, parce que voilà, on a cette agilité et on a cet accès au financement entre guillemets à risque. Alors, après, donc ça c'est pour la recette en interne, mais on est aussi très réaliste qu'en étant 40 personnes, on ne peut pas tout faire en interne, très loin de là. Et donc là, on cherche des partenaires systématiquement sur toutes les régions sur lesquelles on opère. On va chercher des partenaires stratégiques avec qui s'associer, avec qui il y a un match, avec qui, en fait, qui nous apportent aussi les briques que nous, on ne peut pas prétendre avoir, typiquement le relais local et l'implantation locale. Donc là, on en a listé un certain nombre. Je ne vais pas forcément venir dans le détail, mais puisqu'on est en France, on peut parler quand même sur l'appel d'offres numéro 5, puisqu'on est aussi qualifié sur cet appel d'offres-là, avec qui on est en partenariat avec des gens de premier plan, à savoir WPD et Vattenfall. Voilà, donc c'était pour nous historiquement un des premiers marchés sur lesquels on a réussi à rentrer. On a été complété là-dessus sur l'Écosse après ScotWind avec des partenaires comme Falck et Ørsted. Il faut garder en tête que ScotWind, c'est le premier mouvement d'Ørsted, qui est quand même le numéro 1 du développement éolien en mer. Ils sont venus avec nous. C'est pas non plus un hasard. Voilà, donc ça c'est la première chose, choisir les bons partenaires et aussi être sélectif en termes de notre approche marché. Encore une fois, on est 40, hein, on ne peut pas se permettre d'adresser tous les marchés, même si potentiellement on a l'accès au capital pour le faire. On se doit d'être sélectif, il y a des marchés sur lesquels on ne va pas forcément aller, si on juge que l'accès à un bloc ou l'accès à un site est compliqué, ou alors que ça ne rentre pas dans notre business model, on va juste
pas creuser plus, mais on va se focaliser sur ceux qu'on peut développer, qui correspondent à notre profil de risque. Ça, c'est extrêmement important. Et on attache aussi beaucoup d'importance, c'est une évidence pour un développeur, d'être sur les bons sites. Et là, donc, le responsable de l'équipe qui est clé, c'est Luis Miguel, qui est l'ancien patron du site assessment chez Ocean Wind, en fait, qui chapeaute cette partie-là chez nous. Et enfin, le troisième aspect qu'on a vraiment dans le radar depuis le début, et de plus en plus, je me permets d'insister là-dessus, c'est l'industrialisation. Donc on a, là, typiquement, on a Walid qui nous a rejoint au début du mois de mai, ex-GE, ex-SBM, en charge de l'industrialisation chez SBM, et qui donc va faire la même chose chez nous au niveau global. Donc son métier, c'est concrètement d'aller assesser, de faire un assessment de la supply chain et aussi des ports à l'échelle un peu globale, et de voir ce qu'on peut faire où, en fait. Alors, on va juste finir sur ce slide-là. Effectivement, je pense que c'est vraiment le sujet de l'industrie pour les années à venir. Et je pense que par exemple un cas comme ScotWind, c'est une très bonne illustration. Tout le monde se pose la question, comment on va sortir les 23 gigas d'éolien, alors qu'ils soient posés ou qu'ils soient fixes, à un horizon de 10 ans. La réponse, c'est qu'on ne va pas. Ça va être très compliqué. Parce qu'il y a quand même un nombre de facteurs qui jouent pas en notre faveur, hein, faut quand même le dire. C'est-à-dire que on sait tous qu'il y a un nombre de ports qui sont limités. Ces ports, ils ont des capacités qui sont ce qu'elles sont, des capacités de place aussi qui ne sont pas forcément énormes. On a aussi, et c'est quand même une des spécificités de l'éolien flottant, c'est le besoin de grues à terre. On le vante effectivement comme un des avantages fondamentaux de l'éolien flottant, cette possibilité de faire de l'assemblage et d'intégration turbine-flotteur à quai. Certes, il faut quand même trouver les grues. Il y a des grues très grande capacité, il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu. Alors ok, les développeurs de grues ont des plans d'investissement. Encore faut-il leur donner la visibilité sur c'est quoi les besoins qu'on va avoir à l'horizon 5 ans. Et ça, c'est fondamental. La problématique, elle est vraiment fondamentale. Les capacités de production, elles ne sont pas énormes non plus, ou alors elles sont existantes, mais pas forcément dédiées à ce dont on va avoir besoin pour de l'éolien flottant. Ok, ils sont peut-être très bons pour faire du monopieux ou pour faire jaquette, mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin si on parle sur des flotteurs acier ? Pas exactement. Donc là aussi, il y a une problématique. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on va rentrer en concurrence avec d'autres marchés. Alors le plus évident, si on part sur des flotteurs acier, c'est le bottom fix, hein, qui mobilise aujourd'hui les gens avec qui on aimerait discuter, mais pour qui l'éolien flottant n'est pas forcément encore une priorité. Ça, c'est les gens typiquement qui sont capables de faire de l'industrialisation et pas forcément simplement du chantier naval. Et si on regarde des flotteurs béton, là, on rentre directement en compétition avec les infrastructures, que ce soit les infrastructures portuaires ou que ce soit un viaduc, que ce soit une centrale nucléaire. Ces capacités, c'est les mêmes. Donc la question, c'est comment on va se positionner dans cet écosystème-là. Et effectivement, la conclusion générale, c'est que la supply chain, aujourd'hui, elle est pas adaptée, et c'est normal, à l'éolien flottant. Donc comment, après, on va réussir ensemble à avancer. Il y a encore une problématique en plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre de flotteuristes qui est énorme, on ne va pas se le cacher, je pense que vous le savez tous. Voilà, la question c'est comment est-ce que la supply chain peut avoir de la visibilité alors qu'ils vont devoir s'adresser à 40 flotteuristes différents. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi. Et le dernier, c'est qui nous concerne plus nous, développeurs, mais qui a un impact directement sur la supply chain, c'est le fait qu'en fait, il y a de plus en plus de développeurs qui s'intéressent à l'éolien flottant, qui développent des projets éoliens flottants, mais aussi qui rentrent en compétition, donc qui vont chercher de l'agressivité en termes de coûts. Donc tout ça, ça s'applique en fait, ça pousse sur la supply chain, et c'est clairement pas évident. C'est un peu ce qu'on essaie de figurer sur le diagramme du milieu, où la supply chain se retrouve en bas et sous la pression de. Alors, comment on avance ? Parce qu'en fait, il va quand même falloir qu'on arrive à sortir ces gigas, et on a tout intérêt à le faire. Bon, le mot-clé, d'après nous, c'est quand même de donner de la visibilité à la supply chain. C'est évident, ça paraît évident à tout le monde, mais à un moment donné, il va falloir aller plus loin que des belles intentions. Clairement, nous, l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est de miser sur le pipeline de projet que tu as présenté, Isabelle, donc sur les 20 gigas. Ça nous permet quand même, à l'échelle de la supply chain globale, de committer. En fait, on va avoir besoin, et
On va le faire, on est en train de commencer à le faire de manière très très sérieuse, de plus avoir des wishlists où on dit bah tiens le port j'aimerais qu'il y ait telle capacité sur tant de... Enfin voilà, on peut faire des wishlists. À un moment donné, il va falloir qu'on donne nos besoins exacts et réalistes et qu'on commit en fait. À un moment, les développeurs vont avoir besoin de répondre et de placer des commandes ou du early booking auprès des fabricants, auprès des ports, etc. Et on va y venir en fait très très vite. Et c'est ça qui va permettre de déclencher la visibilité pour la supply chain pour investir. La supply chain, elle ne va pas investir juste sur des wishlists. À un moment donné, elle va avoir besoin de cette perspective pour créer une nouvelle usine ou pour renforcer un port. Voilà, et c'est vraiment sur ça qu'on s'attelle aujourd'hui. Alors, on a une approche assez classique pour ce faire. On fait du SNOP, donc la Strategic and Operational Planning. Donc ça c'est vraiment au niveau global. Et dans l'autre sens, en partant du bas, on remonte les besoins par projet. Et ça nous permet en fait d'identifier une capacité totale qu'on a besoin de passer à l'échelle globale. Et après, on essaie de la décliner sur différentes géographies. Donc voilà, vraiment le message, c'est on pousse et Bluefloat va committer rapidement avec la supply chain pour avancer en fait. Et on pense que le levier principal, le déclencheur, il sera ici. Voilà, et je voulais finir sur ces quelques mots. Après, si vous avez des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc, on est en C10, je crois. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir pour prolonger les discussions. Merci beaucoup. Bon après-midi.